Je vais vous accompagner en deux langues, comme on va le pratiquer cette fin d'après-midi. La règle, c'est chacun parle sa langue, also entweder auf Hochdeutsch, wenn Sie das haben, oder en français pour ceux qui préfèrent l'autre langue. Les questions, vous pouvez les poser dans n'importe quelle langue, si nécessaire, je pourrais aussi traduire. On aura deux présentations d'introduction, juste pour poser un peu le contexte. Et puis ensuite, on aura un premier tour d'échauffement avec les personnes qui sont sur le panel. Et j'aimerais ensuite assez rapidement ouvrir la discussion au groupe entier qui sont là. En voyant la liste des participants, on voit que c'est vraiment quelque chose qui se discute en large et qui sera plus intéressant à voir de manière un peu plus globale. Sur ce, j'en dis pas plus et je passe immédiatement la parole à Pascal Boivin. Pascal Boivin est professeur en agronomie à EPIA, à la HESSO à Genève. Et puis, pour son lien avec le sujet, je crois que tout a été dit. Et puis, la preuve sonnante et trébuchante est ici à l'écran. Sur ce passage, je te passe la parole. Tu peux faire Merci. Et puis, un grand merci à l'Académie des sciences d'organiser cette séance. Je suis ravi de parler de tout ça. Vous m'entendez bien? Oui, je parle ma langue, mais j'ai mis en anglais les diapositives, vu mon incapacité à le faire en allemand, de façon à ce qu'un maximum de choses soient perçues. Alors, je vais partir du point de vue du sol et du point de vue de la mise en œuvre. C'est essentiellement ça que je vais essayer de tracer très rapidement en quelques diapositives. Quelle est, de mon point de vue en tout cas, la situation dans laquelle se trouve aujourd'hui la problématique de l'agriculture régénérative. Qui, en termes de définition, n'a pas une définition très précise, comme c'est relevé dans le rapport de l'EASAC. Il y a des majeurs, la restauration du sol, la restauration de la biodiversité, et puis on s'appuie sur des principes qui proviennent de l'agroécologie, de l'agriculture de conservation, d'un ensemble de backgrounds qui sont inclus ici. Et vous verrez que la poignée par laquelle on peut l'attraper au départ dans la mise en œuvre, c'est bien la question du sol. Une caractéristique commune à toutes ces méthodes, c'est que ce n'est pas ce qu'on appelle un quick fix, ce n'est pas quelque chose qui se prescrit de façon standard. Tout ce qui relève de l'agroécologie, de l'agriculture de conservation, ce sont des boîtes à outils qu'on met en œuvre de façon adaptée au site. Donc, il y a une notion extrêmement importante qui est l'adaptation au site. Donc, on n'est pas sur de la prescription standard qu'on va copier-coller partout. Ça, c'est la problématique qui nous demande un effort intellectuel particulier. Et puis, on va se retrouver à s'appuyer sur les piliers ou les principes de l'agriculture de conservation avec une généralisation, une extension du champ, notamment des concepts de couverture du sol permanente par une couverture vivante, un minimum de perturbation du sol, donc on va vers le zéro tillage, zéro labour, etc. La diversité spécifique au niveau des plantes, très important. Et puis derrière, on peut déboucher aussi sur des concepts tels que l'agroforesterie, mais qui, si on veut bien, entrent dans ce cadre. On parle de qualité du sol, et la qualité du sol, ça a une définition, c'est la capacité du sol à remplir toutes ses fonctions. Pas seulement, par exemple, la production de biomasse. Et puis très souvent, et désormais dans la littérature, c'est à peu près pris comme équivalent avec santé du sol, soil health. Et puis ce mot, santé du sol, est préféré en général par les acteurs non spécialistes. Et puis ces fonctions, je ne vais pas les détailler, elles sont très nombreuses. On sait que notre nourriture vient du sol, très souvent c'est quelque chose qu'on va savoir dire, mais que 70% des antibiotiques proviennent du sol, c'est souvent moins connu, et il y en a comme ça énormément. Ce qui fait que lorsqu'on les a passés en revue, on s'est rendu compte que les services offerts par le sol, c'est vraiment la pierre angulaire des services écosystémiques terrestres en tout cas. Et aussi, ça veut dire que quand le sol se dégrade, eh bien, ça atteint énormément de gens. Dans le dernier rapport de l'IPBES, c'est 3,2 milliards de personnes dont le bien-être est atteint par la dégradation des sols. Un petit rappel, pourquoi est-ce qu'on parle de climat, de carbone, de sol? Eh bien, on a la photosynthèse qui permet de capter du CO2 depuis l'atmosphère pour le développement des plantes, ce qui va donner toutes sortes de produits métaboliques. Ces produits métaboliques étant consommés par des faunes, microfaunes, etc. Et l'ensemble, en se décomposant dans le sol, peut fabriquer ce qu'on appelle communément de l'humus, de la matière organique du sol.
Ce qui éventuellement, je n'aurai pas le temps de détailler ici, peut être une séquestration, c'est-à-dire si on stocke durablement du carbone qui provient du CO2 atmosphérique, ben pourquoi pas, ça peut être de la séquestration de CO2 atmosphérique. Il faut simplement se souvenir qu'on a 60% à peu près de carbone organique dans la matière organique et qu'une tonne de carbone organique, c'est 3,66 tonnes de CO2. Voilà. Alors après, l'autre composante qu'il faut intégrer, c'est que pour les horizons de surface, la plupart des fonctions et des propriétés des sols sont proportionnelles, sur les droites en général, à la teneur en matière organique du sol, que ce s'agisse de propriétés physiques, de fertilité, d'activité biologique, etc. Donc ça, c'est vraiment une composante essentielle qui fait que les agronomes et les pédologues ont l'œil centré sur les teneurs en matière organique pour garantir la qualité du sol. Et ils l'ont aujourd'hui, alors que pendant très longtemps, on ne s'en est pas occupé puisqu'on a géré le sol autrement. Je ne détaille pas ici. Alors, là, le corollaire, puisqu'on a géré ça autrement pendant assez longtemps, c'est que les estimations générales au niveau de la planète sont qu'on a perdu de 50 à 70% de la matière organique des sols sous agriculture intensifiée. Alors, aujourd'hui, on s'intéresse aussi aux teneurs en matière organique qu'il faut avoir dans un sol. De nouveau, c'est une composante qui est nouvelle, qui est liée à la qualité du sol d'un côté, aux aspects climat de l'autre. Et ce qu'on a pu vérifier, en tout cas sous nos latitudes et probablement dans beaucoup d'autres, c'est qu'on a une qualité maximale lorsque le rapport matière organique sur argile est de 24%, qu'on a une qualité acceptable limite à 17% et qu'on est en bas de l'échelle de valeur, avec des structures dégradées lorsqu'on a un rapport de 12%. Ça, c'est pour la vulnérabilité de la structure et donc l'état de la qualité physique moyenne du sol trouvé au champ. Voilà, cette échelle de valeur, on voit combien il faut de matière organique dans un sol, ça dépend de sa teneur en argile, quand il y a de l'argile. Bien sûr, il y a des exceptions. Alors maintenant, si on parle de l'adaptation au changement climatique, on l'a vu, hein, sécheresse, inondation, entre autres. Donc, ces deux composantes-là, on sait qu'elles sont là. Il y en a beaucoup d'autres. Donc, l'érosion, bien sûr, les températures extrêmes par rapport aux cultures, de nouveaux ravageurs, beaucoup de problèmes. Et puis, par rapport à ça, il faut préparer, pour résister à ces problèmes, des sols qui sont résilients et résistants, c'est-à-dire non vulnérables. Et une des composantes essentielles, on l'a vu avec cette proportionnalité entre la matière organique et les fonctions des sols, c'est d'avoir plus d'humus dans les sols. Ça va plus loin que ça, mais je ne l'ai pas détaillé aujourd'hui. L'autre aspect qui a surgi très fortement depuis peu d'années, c'est ce travail qui a été fait, mis à jour notamment lors de la COP21, pour dire que si on émet à peu près 9 gigatonnes de carbone chaque année de sources fossiles, dans les sols, on en trouve à peu près 2400 sous forme d'humus, ce qui veut dire qu'on a un rapport de 4 pour 1000 entre ce qu'on émet annuellement et ce qui est stocké. Voilà, vision planétaire qui a fait dire à la COP21, dites donc, agronomes et pédologues, seriez-vous assez gentils pour augmenter d'un 4 millième chaque année, fois 1,004, parce que le problème serait virtuellement réglé. Encore une fois, c'est un problème planétaire, c'est un chiffre climatique. Mais évidemment, ça a beaucoup intéressé notamment les pays signataires de la Convention 4 pour 1000, et en particulier parce que les autres technologies de séquestration sont régulièrement analysées, développées, mais dans ce rapport de l'EASAC, de nouveau, l'Académie des sciences européennes, le Conseil scientifique des académies des sciences européennes, qui passe en revue ces technologies d'émission négative, les enterre à peu près toutes en disant la seule qui paraisse aujourd'hui déployable, avec des coeffets uniquement positifs, sans investissement majeur, etc., et qui aurait un impact significatif, ils ne disent pas, on ne dit pas dans ce rapport qu'ils vont régler le problème climatique, mais qui aurait un effet mesurable, ce serait ça. Voilà. Donc, une très grande pression accrue sur l'agriculture, d'autant plus, et il y a eu une confirmation dans un rapport qui a suivi l'année d'après, 2019, d'autant plus que les autres technologies sont jugées non déployables, ou trop coûteuses, et ou à risque, etc. Voilà. Alors, si on regarde maintenant l'état de nos sols, je descends en Suisse maintenant. Beaucoup de choses peuvent s'appliquer ailleurs, mais je descends au territoire suisse. Si on regarde dans nos sols, je prends ici l'exemple des sols du Jura, mais des sols terrassolés du Jura. Il y a à peu près 8000 analyses de sol, là. Je vous ai dit que le rapport matière organique-argile était déterminant pour la vulnérabilité de la structure. La médiane des sols du Jura, c'est le 12% qu'il ne faudrait pas atteindre.
Mais vous voyez qu'il y a pas mal de parcelles qui sont à 17%, il y en a même à 24%. Donc, il y a des agriculteurs qui gèrent leur sol de telle façon qu'ils sont là ou là. Au départ, quand on présente ces chiffres, on nous dit « vous avez rêvé ». Non, sur le terrain, c'est possible. Ce sont des chiffres qui viennent du terrain. Voilà, ça c'est la situation. Mais ce qui veut dire que si on parle de potentiel de séquestration, en termes de qualité des sols, indépendamment du climat, on ne peut pas se permettre de rester inférieur à cette valeur. Et si on est ambitieux, on peut éventuellement viser celle-ci. Mais ça, c'est une question de management. Ça veut dire qu'on a un potentiel minimum, un potentiel maximum, et que ces potentiels sont déterminés par le niveau d'ambition qu'on va avoir sur la qualité du sol. Voilà. Quels sont les facteurs? On a pu le travailler sur un grand nombre de fermes sur la région lémanique, Vaud-Genève. On a aussi maintenant des résultats tout à fait similaires sur le Jura. Facteur numéro 1 pour gagner du carbone organique, les engrais verts. Facteur numéro 2, apporter de la matière organique. Il y a une grosse différence entre les deux. Dans la définition de la séquestration, on dit que le CO2 a été capté sur place. Si vous commencez à déplacer de la matière organique, vous ne savez pas si vous séquestrez. Pour la qualité du sol, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas à ce niveau de détail. Et puis, facteur numéro 1 de perte de carbone organique, le travail du sol. Ça, c'est les facteurs qui co-expliquent ensemble, sur la base des pratiques à la ferme, l'évolution des teneurs en matière organique. Voilà. Sachant que ce qu'on observe, c'est qu'on retrouve comme déterminant les principes de l'agriculture de conservation et on a pas mal de parcelles qui sont à nettement plus que 40 pour 1000 et non pas 4 pour 1000. C'est-à-dire que c'est possible et on sait pourquoi et on sait grâce à quelles pratiques on peut avoir des augmentations de teneur en matière organique élevées. En ce qui me concerne, je ne travaille pas sur la question de la séquestration, je travaille sur la qualité du sol et il faut absolument augmenter de façon très rapide. 4 pour 1000, c'est peanuts, c'est beaucoup trop petit par rapport au problème de qualité qu'on a. 4 pour 1000, si vous le faites pendant 30 ans, ça fait plus 13%. Il nous en manque 70%. On ne va pas attendre. Donc, on est très content que les agriculteurs soient à 40 pour 1000. Voilà. Donc, alors maintenant, la question, ce n'est pas un problème technique, les méthodes sont connues, on voit que ça fonctionne. Souvent, on se dit, ouais, alors c'est quoi la technologie qu'il faut mettre là-dedans? Est-ce que c'est de la chimie? Est-ce que c'est de la biologie? Est-ce que c'est... Et la technologie, pas deux, une. Ça, c'est un point de vue qu'on adopte très naturellement, tous, qui n'est pas le bon. Ce n'est pas un problème technologique. Les nouvelles technologies sont les bienvenues. Mais le problème, c'est de gérer pour que les agriculteurs s'approprient ça aussi largement que possible. C'est tout à fait autre chose. Et donc, si on veut bien, c'est bien une nouvelle technologie, mais c'est celle d'être capable d'aborder les problèmes systémiques. Sol, environnement, agriculture. Et c'est ce qu'on ne fait pas naturellement. Et c'est pour ça que j'aime bien ce graphique, parce qu'on est en demeure d'emprunter ce chemin-là. Ce qui nous est très naturel, c'est de faire ça. Je suis sûr qu'on se surprendra tous à être sur le chemin de gauche dans la discussion. Y compris moi. Voilà. Alors, l'autre constat très important, c'est que les chaînes de valeur, j'inclus les consommateurs, donc vous et moi, les chaînes de valeur sont fortement concernées parce qu'en fait, il y a Elena Blischek de l'Office fédéral de l'environnement ici, on a des régulations sur la qualité des sols magnifiques en Suisse, il y a aussi l'Office fédéral de l'agriculture, on a des régulations magnifiques au niveau agricole, mais le carnet de commandes et ce qu'on consomme définissent très fortement les pratiques des agriculteurs. Voilà. Donc, si on ne travaille pas ça, et je pense qu'on aura l'occasion d'entendre aussi pourquoi les parties prenantes de la chaîne de valeur ont besoin aussi que la situation s'améliore, eh bien, si on ne travaille pas avec l'ensemble de la chaîne de valeur, on ne peut pas faire porter seulement aux agriculteurs la responsabilité d'améliorer leur sol et donc de lutter contre le changement climatique et de faire de la séquestration, ce qui est un sous-produit de la régénération de la qualité des sols. Et puis les parties prenantes, elles ont besoin d'une feuille de route. Où est-elle cette feuille de route? Comment on s'y prend? Parce qu'on veut faire vite et juste. Voilà. Et ils ont besoin aussi de se former pour beaucoup d'entre eux. Et quand je dis partie prenante, j'inclus bien tout le monde, hein, public, privé, etc. Parce qu'on a globalement un gros déficit de connaissances et de culture sur ce que sont les sols et ce qu'est l'agriculture. Et donc, on voit aussi ce que j'appelle la pensée magique, hein, la technologie. Il y a une force de vente énorme là-dessus. Et ça, c'est éventuellement utile à certains moments, mais ça en tout cas pas la solution. Et on doit en permanence revenir
ce plaidoyer pour la solution technologique, tantôt l'une, tantôt l'autre. Appelez-la data science, appelez-la intelligence artificielle, appelez-la inoculum biologique, etc. Chacun agite sa solution en disant avec ça, j'ai tout réglé. Sûrement pas. Tout est utile, mais sûrement pas. Et il faut une coordination, et ça c'est extrêmement intéressant, pour travailler avec différentes organisations et des parties prenantes. On retrouve souvent autour d'une table différentes entreprises, et aussi des distributeurs, des coopératives, et quand ils se parlent entre eux, ils découvrent qu'ils sont sur le même terroir. Et oui, l'agriculteur, lui, il fait le sucre, il fait la pomme de terre, il fait les légumes et il fait la céréale. Mais la chaîne de valeur est segmentée. Et là, il y a des coordinations nécessaires. Voilà, alors, encore un piège, on a énormément maintenant d'exigences qui viennent, et tous placés au même niveau parfois. Gaz à effet de serre, réduire, séquestrer, la biodiversité, pas de pesticides, améliorer le cycle de l'eau, etc. Et si vous voulez tout faire en même temps, vous bloquez le système. Ça, c'est un constat, on pourra peut-être en parler, mais ça n'est pas possible. Il faut hiérarchiser. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Et puis, par exemple, la régénération des sols, les principes de l'agriculture de conservation permettent de régénérer énormément de services des sols, mais pour l'instant, il faut encore de l'herbicide. On peut se passer d'insecticides, on peut se passer de fongicides, il faut encore de l'herbicide. Voilà. Alors derrière ça, on voit que se développe agriculture biologique de conservation, oui, mais le compte n'y est pas. Et ceux qui réussissent à le faire sont ceux qui ont fait 15 à 20 ans d'agriculture de conservation. Donc attention à ne pas opposer les modèles. Voilà, donc de ce point de vue-là, pour moi, la régénération des sols, c'est la voie d'accès à tout ce qui est agriculture biologique de conservation, notamment si on veut aller dans cette direction. Donc, ne pas opposer. Voilà, je dis que je ferai bref, j'ai essayé de faire bref, sans oublier quelque chose, j'en ai sûrement oublié. Je vous remercie. Falls es eine Verständnisfrage gibt, könnten wir, ich möchte die allgemeine Frage, die Debatte nachher behalten. Soweit alles klar? Also, dann gehen wir etwas weiter. Wir haben gesehen, was das sein könnte. Das tönt etwas, ja, vielleicht etwas Konzeptuelles, aber wir können uns denken, ja, das geht nur um ganz kleinen Bauern, die etwas da irgendwie selber versuchen. Und vielleicht seid ihr auch etwas überrascht, dass eigentlich heute Nestlé uns sagt, warum das etwas Spannendes und auch sehr Konkretes ist, wo sie heute schon in der Schweiz darauf arbeiten. Und dafür darf ich Daniel Imhof begrüßen. Daniel Imhof ist Head of Agricultural Affairs bei Nestlé Schweiz, also in Beuve oder Bercheville-Blanc, je nach oder in der ganzen Schweiz tätig. Sie haben das Wort. Merci beaucoup. Schweizer Standard zu respektieren, werde ich dann auf Deutsch sprechen, wenn Pascal vorher auf Französisch gesprochen hat. Danke für die Einladung und sehr gerne bringe ich ein paar nicht nur Gedanken, sondern wo sich Nestlé in den letzten Monaten und Jahren engagiert hat, in der Schweiz, aber auch international. Da geht es mir nicht darum, zu zeigen, sondern warum wir als Nestlé dann auch international eine Hebelwirkung haben können. Wir sind in quasi alle Länder präsent oder in sehr, sehr vielen Ländern und wie Pascal vorher gesagt hat, es ist ein globales Thema und wir glauben, dass mit unserer Präsenz in sehr, sehr vielen Ländern, nicht nur mit Produkten, sondern mit Fabriken und Value Chain und unsere Beschaffung, glauben wir, dass wir gerade auch bei diesem Thema uns positiv einbringen können und auch wollen. Für uns ist das Thema Klima ein bedeutendes Thema. Wir haben uns wie andere committed zum Thema und nicht nur für 2050, sondern auch die Zwischenziele und waren auch sehr schnell mit einer Roadmap. Landwirtschaft, wenn wir unseren Fußabdruck anschauen,
Man hat sehr schnell das Gefühl, ja, Nestlé international und so ein großer Player, die Logistik muss extrem wichtig sein. Ja, die ist auch wichtig, das will ich nicht heruntersprechen. Aber wenn wir den Fußabdruck von unseren Produkten insgesamt nehmen, dann kommt 2/3 von dem Fußabdruck im Bereich Klima kommt aus den Rohstoffen, aus den Agrarrohstoffen, und davon ist nochmal die Hälfte, also die Hälfte von diesem Teil da, das ist dann die Milch als größten Rohstoff. Wir haben uns eben nicht nur für den Ziel committen, sondern haben auch versucht, mit Partnern, es geht nicht darum, da alles zu lesen, das könnt ihr auf unserer Website auch schauen, aber damit wollte ich nur zeigen, für uns war es sehr wichtig, dass wir sehr schnell mit einem Roadmap kommen, dass dann auch jeder Markt, jedes Land weiß, was es machen soll, respektive wo sich jedes Land engagieren soll, für auf diesen Weg zu gehen, wenn wir dieses Ziel auch erreichen möchten. Weil, ich vergleiche das ab und zu mit meinen Kollegen, die Fabrik leiten. Naja, bei einer Fabrik, da kannst du einen neuen Motor einsetzen, brauchst du 1 Liter weniger Gas, das ist relativ einfach zu messen, da brauchst du nicht ein Top-Ingenieur zu sein, zu sehen, dass deine Gasrechnung 1 Liter kleiner geworden ist. Im Bereich Landwirtschaft, bis mir sagen kann, ob eine Kuh einen kleineren Fußabdruck hat, das ist nun mal etwas komplizierter. Wenn ich 4 Wissenschaftler frage, habe ich ganz sicher mindestens 7 Antworten darauf. Regenerative Landwirtschaft für uns, wurde gesagt, das Thema, der Titel, da gibt es keine offizielle Bezeichnung, was es genau alles beinhaltet. Für uns ist es auch ein Titel, mit dem wir international arbeiten, wo wir uns engagieren wollen, sicher mit den Themen, die Pascal reingebracht hat. Aber wir nehmen das auch noch etwas breiter als nur der Boden. Für uns hat das mehr etwas mit insgesamt nachhaltige Produktion zu tun und nicht nur die Landwirtschaft, sondern eben den Drittel, der bei uns ist, nehmen wir dann auch rein, um zu sagen, dass wir ein regeneratives Foodsystem haben möchten. Und entsprechend Themen wie Packaging und andere und Logistik nehmen wir da ins regenerative Foodsystem dann auch drin. In der Schweiz, die Schweiz ist für Nestlé, wir haben unseren Headquarter in der Schweiz, wir machen einen großen Teil von unseren Forschung und Entwicklung, machen wir in der Schweiz für Produktentwicklungen. Nestlé hat ein Budget ein Budget von etwas 1,5 Milliarden im Bereich Forschung und Entwicklung, und wir haben etwa 2/3 von diesem Budget ist in der Schweiz. Für eben alle Themen, wo wir selber Forschung machen, Produktentwicklung, da gibt es aber auch Packaging, da gibt es neue Produkte, neue Technologien im Bereich Produkten. Und neu, seit einigen Wochen, haben wir auch eine Abteilung für Landwirtschaft aufgetan. Und auch die hat der Sitz in der Schweiz. Heißt nicht, dass sie dann in der Schweiz für die Schweiz arbeiten wird nur, aber wir werden mit diesem Gedanken oder respektive mit diesem neuen kreierten Forschungsabteilung, wollen wir uns auch in der Forschung einbringen bei diesem Thema. Warum? Weil es ist in der Umsetzung weiterhin gibt es einige offene Fragen. Deswegen haben wir Bauernhöfe oder respektive ein Bauernhof in der Schweiz, aber wir haben auch einen in Südafrika. Wir haben ein paar Bauernhöfe, wo wir mit Technologien testen wollen, im Real Life, auf einem aktiven Bauernhof, wo wir existierende Technologien testen wollen. Wir wollen die Technologien dann auf verschiedene Referenzbetriebe dann auch ausrollen, schauen, Erfahrungen sammeln und dann in eine Supply Chain dann um die Lösungen dann in einem großen Ausmaß auf Hunderte oder Tausende von Bauernhöfen dann umsetzen.
Jetzt in der Regel, wenn wir zumindest Produkt testen, dann macht man das schön nacheinander, sequenziell. Bei diesem Thema ist es aber so, dass wir die Zeit nicht haben. Es gibt einige Technologien, die sind noch nicht, die wurden noch nicht auf großen Mengenbetrieben getestet und trotzdem muss man bereits dort sein, wenn man dann auch eine Wirkung erzielen möchte. Wenn man dann Tonnen CO2 reduzieren will, dann muss man das auch auf große Mengenbetriebe testen können. Warum machen wir? Genau, da möchte ich noch ein Wort verlieren. Das eine ist das Thema, ich habe jetzt viel über Klima gesprochen, aber und klar, das ist auch ein von den sichtbaren Themen, die wir haben, oder wegen dem Klima, wegen dem Paris Agreement. Aber das andere als Nestlé ist natürlich auch, dass wir weiterhin Rohstoffe, Agrarrohstoffe brauchen, um am Ende Produkt zu machen, um die Weltbevölkerung, um Produkte anzubieten. Und das heißt, es braucht auch eine Anpassung an den Klimawandel, der so oder so passiert. Egal wie viel wir machen, wir wissen, dass ein Klimawandel am Passieren ist und dafür braucht es Anpassungen in der Landwirtschaft. Und da glauben wir, dass regenerative Landwirtschaft, Themen mit dem Boden, Humusaufbau, das hat eine sehr positive Wirkung auf die Anpassung für den Klimawandel, weil wenn ein Boden mehr Humus beinhaltet, dann, wenn viel Wasser kommt, kann er das Wasser auch besser aufnehmen. Aber wenn wenig Wasser kommt, dann hat er auch länger Wasser, weil der Schwamm, Humus, kann dann das Wasser auch länger wieder abgeben. Deswegen ist es auch für uns ein bedeutendes Thema, auch für unsere Supply Chain aufrechtzuerhalten. Ich möchte 2-3 Worte über Projekte sagen. Wir haben das, Pascal hat das gesagt, oder am Ende ist es ein Thema, dass man in der gesamte, das ist immer wieder lokal. Das Thema ist zwar global, aber am Ende muss man das in jedem Land umsetzen. Und da, wenn man jetzt in Kakaoplantage ist, in einer Kaffeeplantage oder Milch in Indien oder Milch in Nordamerika oder Milch in der Schweiz, da sind die Umstände dann wieder anders, auch wenn das Thema dasselbe ist. Man muss dann lokal wieder Lösungen finden, die bei uns funktionieren. Wir glauben, dass wir reduzieren müssen und gleichzeitig auch sequestrieren. Hier ist ein Projekt, das wir letztes Jahr gestartet haben, in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Landwirtschaft, mit EMMI und unsere Lieferanten, die ZMP, Zentrale Milchproduzenten und die Are Milch, begleitet durch die Wissenschaft, wo wir bereits auf über 200 Betriebe testet, wie kann man den Fußabdruck senken in der Milchproduktion. Was kann man machen? Was kann für verschiedene Maßnahmen getroffen werden auf Betrieben, und zwar nicht mit 2 Testbetrieben, sondern eben über 200 Betrieben, dass man den Fußabdruck senken kann. Dabei schauen wir auch noch andere Themen, was ist die Konkurrenz, die Flächenkonkurrenz und auch die Fit-for-Food-Diskussion. Wir haben in der Schweiz auch diesmal einen Testbetrieb aufgebaut im Kanton Waadt. Auch hier mit einer Zusammenarbeit mit der Forschung und mit dem Kanton Waadt, um eben verschiedene Technologien, die es heute bereits gibt, aber wo wissenschaftlich und auch in der Praxis noch nicht sehr viel Erfahrung da ist, wo wir, bevor wir das auf Hunderte von Betrieben dann ausrollen, dass wir das zuerst noch etwas genauer auf einem Betrieb anschauen möchten. Da haben wir Projekte im Bereich Futterzusätze, haben wir Projekte im Bereich Boden und auch im Bereich Gülle, wo wir da testen.
Und da auch in Zusammenarbeit oder respektive anlehnend an die Arbeit von Pascal Boivin, was er entwickelt hat, sind wir daran, ein Projekt ist noch nicht ganz fertig, ist noch in Projektphase, sind wir mit Partnern zusammen mit dem Sektor Public, mit dem öffentlichen Sektor, natürlich mit der Landwirtschaft. Wir haben akademische Begleitung und mit NGOs zusammen, wo wir auch wieder mehrere hundert Bauernhöfen den Bereich Boden- und Humusaufbau weiterbringen möchten, testen möchten, auch Daten sammeln, was das auslöst und dabei auch viel lernen aus der Schweiz, von dem, was wir in der Schweiz bereits Erfahrung haben. In der Schweiz haben wir sehr viel Erfahrung, zum Beispiel im Bereich Crop Rotation, Fruchtfolge. Das gibt es in verschiedenen Ländern, ist die Fruchtfolge nicht so entwickelt, wie wir das, da gibt es Monokulturen. In der Schweiz haben wir da Jahrzehnte Erfahrung damit. Von dieser Erfahrung wollen wir als Nestlé-Konzern profitieren und es dann auch in anderen Ländern umsetzen. Gleichzeitig möchten wir aber auch in Bereiche reingehen, wie eben Humusaufbau in den Böden, wo wir auch in der Schweiz noch einiges lernen können und es dann auch wieder ist, was wir da lernen auf diesen 500-600 Betrieben, das dann auch in anderen Ländern, aber auch in der Schweiz am Ende auf unsere gesamte Value Chain umsetzen zu können. Von Nestlé, wir glauben oder wir sind der Meinung, gerade mit der Milch ist es nicht möglich, auf Null zu reduzieren. Die Milchproduktion, die hat einen gewissen, die wird weiter ein Methan produzieren. Gleichzeitig in der Landwirtschaft haben wir aber auch, was Pascal gesagt hat, eine sehr positive Möglichkeit, die nicht nur für das Klima positiv ist, sondern auch für die, also nicht nur für die CO2-Sequestrierung positiv ist, sondern auch für die Anpassung an dem Klimawandel, dass wir eben auch in der Sequestrierung mit dem Humusaufbau in den Böden einen positiven Effekt haben kann, um Richtung Netto Null zu gehen. Besten Dank. Das ist ein spannender Einblick in der angewandte Forschung, die wir hören. Gibt es auch eine Verständnisfrage? Ja. 500, 600 Betriebe, die du erwähnt hast, die sind alle in der Schweiz oder auch andere Länder? Das ist jetzt in der Schweiz. International haben wir verschiedene Projekte, die noch größer sind als das hier. Das ist jetzt ein Projekt, das wir in der Schweiz am Vorbereiten oder am Planen sind. Vielen Dank. Jetzt sind wir reif, um das Ganze jetzt zu anschauen, zu besprechen. Und ich schlage vor, die Leute für das kleinere dürfen vorwärts. Also, wir versuchen es ohne Mikrofon. Falls es nicht ideal wäre, einfach eine Hand hochheben. Ich halte ein Mikrofon, falls es nötig ist. Ist das was bis jetzt okay? Einfach wirklich sofort melden. Also, wir können jetzt sicher eine Woche lang diskutieren um diese ganz spannenden Aspekte. Und ich möchte so eine erste Runde einfach mal die wichtigsten oder mal die ersten Aspekte rausnehmen. Wir haben das Glück, dass wir eigentlich
Martin Rufer heute dabei haben. Martin Rufer, Sie sind Direktor des Schweizerischen Bauernverbandes. Und da kommen gerade 2 Fragen daraus. Ja, regenerative Landwirtschaft, das tönt eigentlich so auf dem Papier sehr spannend. Ist das effektiv für die Landwirte, für die Landwirtinnen in der Schweiz effektiv etwas Spannendes? Und falls ja, wie können wir das etwas systemisch ausrollen? Haben Sie da schon Gedanken dazu? Gut, also besten Dank. Es ist natürlich etwas sehr Spannendes und auch Wichtiges. Der Boden ist das Kapital der Landwirtschaft, sei es in der Quantität, das ist dann ein Thema der Raumplanung, aber auch in der Qualität. Und wenn die Böden dann nicht mehr fruchtbar sind, dann ist dann auch die Existenzgrundlage weg. Und daher ist natürlich die Frage, wie können wir die Bodenfruchtbarkeit erhalten, wie können wir sie stärken, auch mit diesen Klimaeffekten, die wir haben, eine tagtägliche Frage, die zunehmend an Bedeutung gewinnt. Und jeder Bauer, jeder einzelne Betriebsleiter, jede Betriebsleiterin hat ein ureigenes Interesse daran, dass wir eben auch die Bodenqualität erhalten können. Und ich bin einfach froh um das Statement da im ersten Vortrag, oder es geht um Betriebsmanagement, es geht um ein Management auf Stufe der Betriebe, dass man die richtigen Bewirtschaftungsmethoden findet, das am Standort angepasst umsetzt. Und ich glaube, ein wichtiger Weg ist eben dann die Ausbildung, dann die Weiterbildung, dass eben die Leute befähigt werden, dann ihr standortgerecht auf ihrem Betrieb jeweils wirklich maßgeschneidert zu bewirtschaften, und kann hier gerade ein Fenster öffnen. Wir sind gerade daran, die Ausbildung, die primäre Ausbildung EFZ zu reformieren, weiterzuentwickeln. Und dort setzt man eben dieser nachhaltigen Bewirtschaftung inklusive Böden einen viel größeren, oder wie man einen größeren Stellenwert und regenerative Landwirtschaft, oder wie man es dann auch nennt, eben bodenschonende Landwirtschaft, Aufbau von der Humus ist dort auch ein Thema. Donc l'intégration de la réforme qui est en train de se faire maintenant pour les CFC d'agriculteurs, d'agricultrices, c'est juste. Ouais, c'est ça qu'on discute actuellement. Merci. On passe, là on était sur la politique agricole, peut-être qu'on passe à une autre politique sectorielle, la politique des sols. Là, l'idée c'est avant tout, en tout cas dans l'ancienne compréhension, de protéger les sols. Elena Wilczek, vous êtes collaboratrice scientifique à la section sol de l'Office fédéral de l'environnement. Qu'est-ce que vous voyez comme intérêt à ces pratiques d'agriculture régénératrice, d'un côté sur la protection des sols, et puis ensuite sur l'autre chose dont votre office est aussi en tout cas très responsable, c'est-à-dire l'impact climatique. C'est quoi le potentiel que vous avez identifié là-dedans? Alors, soyons francs. Pour l'instant, l'agriculture régénératrice, comme ça a été dit à plusieurs reprises, n'a pas été définie. Donc, nous, on ne peut pas travailler là-dessus. Je veux dire, le rôle de l'OFEB, ou en tout cas de l'administration fédérale chez nous, c'est de traduire la science en instrument politique. Donc, nous ne faisons pas de la recherche. Et un bon exemple, on a besoin de sciences scientifiques, enfin de bases scientifiques solides, mais nous, on doit évaluer les effets à long terme, des effets qui sont parfois contraires, ou bien des conséquences économiques. Ça, c'est important pour nous. Et puis, ça a été évoqué tout à l'heure, le postulat de Jacques Bourgeon, votre pas tout à fait prédécesseur, je crois qu'il y avait quelqu'un. Ah, il était directement avant vous. D'accord, excusez-moi. Effectivement, nous étions responsables de la rédaction du rapport que vous trouvez qui a été accepté par le Conseil fédéral au mois de mars. Et pour cela, on a commissionné des études, parce qu'elle a participé à une des études, justement sur comment ça fonctionne. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire quel est le potentiel de la Suisse à séquestrer le carbone organique dans les sols. On ne peut pas le savoir, on n'a pas les données. Néanmoins, ça ne nous empêche pas déjà d'agir. Et dans ce rapport, nous avons identifié des priorités et nous avons proposé des mesures. C'est des mesures que l'on doit développer en collaboration avec d'autres offices fédéraux, avec la pratique, etc. Mais par exemple, une chose qui paraît importante, c'est que nous, on doit agir dans un certain cadre légal. Et nous avons, c'est donc une mesure qui a été acceptée par le Conseil fédéral, nous avons une proposition de révision
de l'ordonnance sur les atteintes portées au sol, qui est donc l'ordonnance qui régit la qualité des sols. Et là-dedans, nous voulons introduire la matière organique, donc c'est notre proposition, que la matière organique du sol soit prise comme un critère de qualité des sols, au même niveau que d'autres éléments. Parce que dans l'ordonnance actuelle, on ne parle pas de la matière organique. On ne parle pas de matière organique. Et on propose de rajouter un article qui, de la même manière où on veut éviter l'érosion, on veut éviter la compaction, on veut éviter les pertes de matière organique. Ça, c'est la loi, c'est très global. Quand on est un agriculteur ou une agricultrice, le Standort spécifique, ça c'est la clé de tout. Évidemment, d'avoir ceci, c'est encore un peu léger, on va dire. Mais ça nous permet d'avancer dans cette direction-là et ensuite d'entamer les autres pas pour définir, par exemple, quelle est la quantité idéale ou souhaitable de carbone organique. Donc ça, c'est notre travail, justement, cette traduction de la science vers la politique. On se comprend bien quand vous dites on ne connaît pas le potentiel. Vous savez qu'il y en a un, mais vous ne savez pas de combien il est. On a même des questions sur le fondamental. Les données sur les sols manquent. On connaît la géologie, on connaît beaucoup de choses. Les sols, non. Alors ça, c'est autre chose que le Conseil fédéral a également accepté, c'est de développer un concept de cartographie des sols. Qui évidemment va nous aider, mais si on attend d'avoir toutes ces données-là pour agir, on en a pour un bon moment. Mais nous, on doit éviter de prendre ce chemin techno-direct qui a été évoqué, et là je suis complètement d'accord. On doit prendre ce chemin de la complexité, et pour cela, on doit collaborer, même si on n'a pas toutes les données. Est-ce que ça répond à la question? En tout cas, à mon avis. Donc, ce que j'entends, c'est continuer à avancer, mais continuer aussi à travailler sur la recherche appliquée, la recherche fondamentale. Pour vraiment, on commissionne, on travaille beaucoup avec la recherche, mais pas qu'avec la recherche. Très bien. Eva Ries, Sie beschäftigen sich auch mit diesem Thema seit einiger Zeit. Sie sind Verantwortliche für die Landwirtschaft beim WWF Schweiz und auch Co-Autorin zum Positionspapier Klimaschutz in der Landwirtschaft von der Agrarallianz, genau, Schweiz. Und die Frage ist ja, ist diese Chance, dieses Thema regenerative Landwirtschaft eine echte Chance oder was braucht es, dass das effektiv gut kommt? Gut, also wir haben es jetzt vielfach gesagt, der Boden steht im Zentrum der Ernährungssicherheit, ist die Grundlage der Lebensmittelproduktion und wir haben ökologische Probleme in diesem Bereich. Wir haben Erosionsthematik, Verdichtung, Bodenbiodiversität, wo wir eigentlich noch fast gar nichts wissen dazu. Und dann haben wir einen möglichen Weg, diese regenerative Landwirtschaft. Und dieser Weg geht nach gewissen Prinzipien und die Prinzipien sind sinnvoll aus Sicht WWF und sicher aus Sicht Landwirtschaft auch. Für uns ist es wichtig und gut, wenn diese Prinzipien aus der Praxis kommen, von der Praxis umgesetzt werden, wie auch Pascal Guamin gesagt hat. Es ist auf jedem Betrieb unterschiedlich, wie man damit umgehen muss mit regenerativer Landwirtschaft, was es braucht für meine Böden, die ich jetzt bei mir habe, meine Kulturen, meine Fruchtfolge, das ist ganz unterschiedlich. Abgesehen davon braucht es wahrscheinlich auch Zeit für Landwirte und Landwirtinnen, sich in diesem Bereich zu finden, ihre Methoden zu suchen. Und es ist auch ein wirtschaftliches Risiko, je nachdem, für den Bauernbetrieb. Aber nichtsdestotrotz, es ist ganz wichtig, dass da vorwärts gemacht wird. Für uns ist es dann vielleicht eher schwierig, wenn mit einem Begriff, der eher qualitativ ist, Produkte beworben werden. Von Nestle vielleicht oder auf der Homepage von Syngenta findet man das auch. Also der Begriff regenerative Landwirtschaft ist eine Missbrauchsgefahr ist da, würde ich sagen.
Das ist die eine Seite, Praxis und die Firmen, die daran arbeiten und eben nicht so ganz klar ist, was es dann bedeutet, wenn Daniel Imhoff sagt, so und so viele Betriebe wollt ihr umstellen, wenn es doch wirklich eben betriebsspezifisch sein soll und muss, stelle ich mir das relativ schwierig vor. Und dann die andere Seite ist die Agrarpolitik. Da haben wir eigentlich ganz viele Vorgaben. Wir haben ein NFP 68, wir haben eine Bodenstrategie. Wir wissen ganz viel, was man machen müsste, welche Informationen man haben sollte, aber auch, was man jetzt schon eben machen muss und kann. Und das dann politisch umzusetzen, ist eher schwierig. Pascal Boivin hat zwar gesagt, wir haben ganz viele Regulierungen. Ich bin der Meinung, eigentlich in der Landwirtschaft, im ÖLN, also für den Bezug der Direktzahlungen, haben wir kaum Regulierungen. Wir haben Regulierungen im Bereich der Erosion, aber zur Verdichtung oder zur CO2-Bindung, zu organischen Böden haben wir gar nichts. Und dort fehlt noch etwas, da braucht es noch einen großen Schritt. Ja, eine Antwort. Da möchte ich jetzt kurz reagieren. Also wir haben einen ÖLN mit einer Fruchtfolgevorgabe, ökologischen Leistungsnachweis. Also wer Direktzahlungen will, muss ein Grundset an Anforderungen erfüllen. Und da haben wir diese Fruchtfolgevorgaben. Also das ist sicherlich sehr wichtig. Und ich glaube, wir müssen jetzt etwas anders denken. Wir waren uns einig jetzt, dass man regenerative Landwirtschaft dann erfolgreich ist, wenn es betriebsspezifisch adaptiert wird vor Ort. Und dann widerspricht natürlich eine Regulierung des Bundesrates dann über die ganze Schweiz. Das geht einfach nicht auf. Und ich glaube, wir müssen etwas wegkommen von einer Agrarpolitik, wo man alles reguliert bis ins Detail, hin eben zu einer Politik, wo man Ziele setzt und der Bauer muss dann vor Ort selber entscheiden, mit welchen Maßnahmen, Methoden wird das erreicht. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir jetzt wirklich etwas wegkommen und nicht nach mehr Regulierung schreien, sondern die Leute befähigen, was ich gesagt habe, über Ausbildung, über Weiterbildung. Und dann müssen sie das Set dann umsetzen auf Betriebsebene. Einfach ein Beispiel, wohin diese Regulierung auf Bundesebene führt. Wenn Sie letzte Woche durch die Schweiz gefahren sind Zehntausende oder noch Hunderttausende von Hektaren Wiesen gemäht worden, Biodiversitätsförderflächen. Warum ist das geschehen? Weil der Bundesrat in der Direktzahlungsverordnung vorschreibt, dass man am 15. Juni mähen darf und nicht vorher. Und je nach Standort ist das viel zu spät, je nach Standort ist das viel zu früh. Und das ist für mich ein klassisches Beispiel, wie man es eben nicht mehr machen sollte. Einfach so klare Vorgaben, die dann für diese 50.000 Betriebe gelten, sondern wir müssen eben hin zu mehr Handlungsspielraum für den einzelnen Betrieb, wo er das richtig an seinem Standort machen kann. Madame Köpfenstein, quand vous entendez un peu ces choses, qu'on dit voilà, on est d'accord sur les principes, c'est des choses qui doivent se faire vraiment sur site de manière très spécifique. C'est avant tout des compétences, des techniques à mettre en œuvre au niveau des exploitations agricoles. On entend aussi qu'il faudrait plutôt se mettre d'accord sur des objectifs et moins réguler les choses. Comment voyez-vous maintenant ça en tant que membre du Parlement suisse? Alors vous êtes membre de la commission sur l'environnement, l'aménagement du territoire et l'énergie. Ce n'est pas celle qui est directement impliquée là-dessus. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça dans un Parlement? On laisse faire, on attend, ou est-ce qu'il y a des pistes? Vous voyez? Très bien, je vous remercie. Bonjour à toutes et à tous. J'estime qu'il faut évidemment un cadre légal qui soit suffisamment clair, hein, qui soit aussi suffisamment contraignant, mais que celui-ci, évidemment, soit discuté avec la branche. Et ça, c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui, et on le voit sur de nombreux sujets, parce qu'on a beaucoup d'occasions, au fond, de parler de ces thématiques. Alors, moins directement du sol, mais indirectement. Et puis, on le sait aussi, même si peut-être que les outils nous manquent peut-être pour agir directement, puis qu'on a encore besoin d'études sur la question, on sait aussi tout ce qu'il y a autour, et notamment l'agriculture biologique, qui est clairement un des facteurs qui va aider évidemment à la qualité des sols. Donc, on a beaucoup d'occasions au niveau du Parlement de traiter ces questions. Évidemment, ça a été dit par la vice dans la question de la politique agricole. Et là, évidemment, ça, c'est un grand dossier
sur lequel on a réussi déjà à faire quelques avancées, mais c'est un dossier qui avance extrêmement lentement. Et puis, il y a aussi des pas qu'on n'a pas réussi à faire, et peut-être que je pourrais rentrer peut-être en détail, ou pas en détail, mais en tout cas, apporter déjà quelques éléments sur lesquels on aurait pu faire des avancées, et sur lesquels, malheureusement, on n'a pas avancé, on ne sera peut-être pas d'accord avec M. Rufer, mais de savoir que dans cette politique agricole, évidemment, il y a un immense enjeu. Un des problèmes, c'est le timing, c'est que tout prend un temps énorme. La politique agricole, on l'a eu en session du printemps. Maintenant, elle reviendra l'année prochaine, voire l'année d'après. Donc, tout ça prend énormément de temps. En parallèle, on a eu l'initiative sur la biodiversité qui a été avec un contre-projet qui touche aussi ces questions. Indirectement, qui a été clairement, il y a eu un contre-projet qui a été travaillé par le Conseil national, validé par le Conseil national, et le Conseil des États à la session d'été l'a refusé en bloc, refusé l'initiative, et le contre-projet qui était une sorte de compromis en disant que finalement l'agriculture ne devait pas être intégrée à cette réflexion sur les zones de protection, sur les zones de biodiversité. Donc, c'est toutes ces discussions, au fond, qu'on a très régulièrement entre le monde agricole et le monde de la protection de l'environnement, où on devrait trouver des terrains d'entente. On cherche évidemment à s'entendre, mais c'est vrai que les fronts sont assez durs. On l'a aussi vu sur la loi sur l'aménagement du territoire, RPG, qui a vraiment aussi qui est une discussion qui est aussi assez tendue sur la question du mitage des terres agricoles, qui est aussi essentielle et qui, par extension, regarde aussi la question de la qualité des sols. Parce qu'évidemment, l'imperméabilisation des sols va aussi jouer évidemment un effet sur la qualité des sols. Donc, on a beaucoup d'occasions de parler de ça, et d'ailleurs, c'est toujours des discussions très enflammées et très intéressantes, mais un des écueils, et en tout cas de ma part, c'est vraiment qu'on avance extrêmement lentement et on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Alors, on peut se réjouir d'avoir voté dimanche passé la loi climat qui donne des objectifs très clairs. C'est vrai qu'on a mis un cadre, on a réussi à déjà engager des mesures avec la loi climat, mais évidemment, les mesures vont devoir être avancées maintenant. Et on a des occasions, notamment dans cette politique agricole, qui fait partie des mesures possibles. Et là, on peut vraiment travailler là-dessus, parce que c'est vrai qu'on a eu aussi l'occasion, dans le cadre de l'initiative sur les pesticides, de thématiser beaucoup aussi sur ces aspects-là. Et c'est vrai qu'on s'est beaucoup focalisé sur l'approvisionnement, ce qui est juste, hein, la souveraineté alimentaire, l'approvisionnement. Mais on a oublié un peu l'appauvrissement des sols. Donc, on a été dans une sorte d'équilibre entre l'approvisionnement d'un côté et l'appauvrissement de l'autre. Et c'est vraiment ce pont qu'on doit réussir à faire aujourd'hui, de dire que le sol, et ça a été très bien décrit par M. Boivin dans la présentation au début, c'est que le sol, c'est la vie. Et il y a un sol qui est dégradé, c'est notre vie qui va être dégradée. Et de se réconcilier avec cette qualité-là, c'est vrai que c'est un vrai débat. Je suis contente d'ailleurs qu'on puisse l'avoir aujourd'hui ici. J'apprends aussi beaucoup de choses, hein, d'ailleurs. Merci aussi pour vos interventions à chacune et chacun, parce qu'on doit vraiment réussir, si on veut prendre ce chemin sinueux qui a été montré sur cette slide. Ce chemin sinueux, on doit le prendre, on n'a pas tellement le choix, et on a intérêt à le prendre ensemble, parce qu'on devra travailler main dans la main avec l'agriculture, on devra avoir des réflexions aussi avec les grandes multinationales comme Nestlé, même sur la réflexion du lait, hein, sur la réflexion de la consommation du lait, l'impact du bétail évidemment sur le sol, l'impact des céréales protéinées versus des champs de maïs pour nourrir les vaches. En fait, toute cette réflexion, on doit l'avoir. Évidemment, elle est essentielle. Et mon message ici, c'est vraiment de réussir à l'avoir ensemble, avec le milieu agricole, bien sûr, avec les ONG, avec les multinationales et avec les consommateurs et consommatrices. Et on a souvent tendance, et c'est peut-être le dernier mot que je vais dire ici, où je répondrai à vos questions, bien sûr, mais c'est qu'on a tendance à oublier, quand on parle de sol, quand on parle d'agriculture, on a l'impression que le monopole du discours, il est de la bouche des agriculteurs et agricultrices ou des lobbies agricoles. Toutefois, sans consommateurs, sans consommatrices, il n'y a pas d'agriculture. Et de fait, c'est une combinaison qui doit être entendue. Et là, c'est vraiment, je pense, un travail. Et je réfléchis à avoir une forme de table ronde sur ces questions-là, comme on a réussi à le faire sur les questions, par exemple, hydrauliques, et bien qu'on arrive aussi à le faire sur la question agricole de manière générale, biodiversité, qualité des sols, de manière à mettre d'accord, on arrivera peut-être, les différents acteurs concernés par cette question. Merci bien. On a bien vu gentiment cette idée de la pensée complexe qui ressort. Il n'y a pas de solution simple tout de suite. Peut-être que si je vous repasse la parole, Pascal, en tant que
scientifique, alors pas complètement déconnecté de la politique et des lobbies non plus, mais si vous regardez avec un tout petit peu de distance, vous dites, c'est où les pistes qu'on devrait pouvoir creuser, hein. Je vais repartir de ce que vient de dire Mme Klopfenstein. Le tout début et la toute fin. Le tout début, les politiques, c'est compliqué, ça va lentement. Et puis la toute fin, ça concerne tout le monde, jusqu'au consommateur. Oui, c'est ce qu'on constate. Et c'est pourquoi c'est extrêmement intéressant de voir que beaucoup d'acteurs des chaînes de valeur se mettent en route, sans attendre. Alors, ça ne veut pas dire que le politique n'est pas concerné, mais de toute façon, ils vont le faire. Et énormément de grands groupes très connus, ici Nestlé, mais aussi dans la distribution, mais aussi dans les coopératives, mais aussi les associations de consommateurs commencent à regarder, ils sont un peu en retard. Les associations de défense de l'environnement aussi ont énormément besoin de s'impliquer. C'est très difficile, je suis très content que vous soyez là, mais c'est rare d'avoir des implications du WWF, de Greenpeace, etc., de ProNatura. Sur le sol et l'agriculture, ils sentent qu'ils sont démunis. Ils ont besoin davantage de formation. Donc là, et par rapport à ça, ce qui est très intéressant, c'est que des associations, cette fois-ci de type fondation, ONG, travaillent, un petit peu moins en Suisse, mais travaillent dans toute l'Europe et dans le monde entier, à mettre en lien les acteurs, pour leur donner les outils pour qu'ils se coordonnent. Ça va jusqu'aux consommateurs, et ça commence avec les agriculteurs. Et ça, c'est un travail extrêmement important, parce que c'est là que la complexité peut commencer à être gérée entre les acteurs, du moins ceux-là. Ensuite, au niveau de la gestion du problème, c'est-à-dire la relation entre l'agriculteur, ce qui va se passer dans la ressource environnementale et puis l'ensemble de gens qui sont concernés, on a aussi un problème de méthode. On expérimente en ce moment à Genève, grâce à l'Office fédéral de l'agriculture, une nouvelle façon de travailler avec les agriculteurs sur du résultat. C'est-à-dire, et c'est plébiscité par les agriculteurs qui veulent travailler comme ça pour peu qu'on l'ait discuté avec eux. Et ça, c'est très important pour contourner un écueil. Tout à l'heure, je ne veux surtout pas entrer dans des polémiques, vous avez dit si on fait du bio, c'est bon pour le sol. Eh ben non, eh ben oui, eh ben non, eh ben oui. Tout dépend de ce qu'on a fait en faisant du bio. Et finalement, les piliers agronomiques, on les connaît, mais c'est extrêmement dangereux quand on utilise juste un vocabulaire. Quand on fait des prairies, c'est bon pour le carbone. Eh ben non, eh ben oui, eh ben non, eh ben oui, etc. Donc, il faut remonter au fondement agronomique en fonction des objectifs qu'on a. Sinon, c'est vrai et faux. Et c'est très dangereux d'utiliser seulement des labels ou des mots-clés qui ne remontent pas à l'agronomie. Et en travaillant sur les résultats, sur ces fondements, on arrive à associer les différents acteurs. Je ne dis pas que c'est la solution absolue, ça n'existe pas la solution, mais il y a des pistes pour développer ces approches. Peut-être encore juste Elena Bichek, puis après j'aimerais ouvrir, et puis forcément on va revenir sur les sujets, je pense. En fait, je trouve intéressant, ici on voit que ce qui s'affronte, c'est des idéologies, soyons clairs un petit peu, avec des oppositions, on va dire dans des postures, alors que je suis persuadée qu'on partage des valeurs. Et la matière organique dans le sol, qui est une des bases de l'agriculture régénérative, c'est un point, je ne connais personne qui dit « Oh non, non, surtout ne mettons pas de matière organique dans les sols ». C'est un multi-bénéfice et je pense qu'il serait judicieux ici de vraiment regarder comment est-ce qu'on peut le faire là-dessus. Donc, si vous êtes d'accord sur les fondements, les éléments clés, ensuite voir comment chacun peut y contribuer. Justement, avec ce multi-bénéfisme pour la qualité du sol qui a été montré, mais également pour le climat, la biodiversité, on connaît plus de choses que l'on croit aussi. Je veux dire, c'est vraiment la bonne à tout faire du sol et il n'y a pas d'effet négatif. J'aimerais ouvrir, et puis si je vous repasserai la parole. Oui, monsieur, peut-être juste dites deux mots à votre nom, et puis s'il y a une étiquette à rajouter, vous la rajoutez, à vous de voir. Mein Name ist Daniel Bertsch, ich bin Gründer und Präsident des Vereins für die regenerative Land- und Ernährungswirtschaft, Agrikultur der Regeneration. Ich bin sehr froh, dass man heute über regenerative Landwirtschaft in der Schweiz spricht, und zwar nicht nur in der Nische, sondern im Mainstream, also Bauernverstand Politik. Das ist sehr wichtig. Vor 4 Jahren war es nicht so, wenn das so weit geht, bin ich sehr zufrieden. Drei Punkte. Der erste Punkt ist regenerative Landwirtschaft. Es geht um eine Mehrziellandwirtschaft, nicht nur Quoten, es geht um Biodiversität, Wasser und um die Wirtschaftlichkeit der Betriebe. Nicht vergessen, ein Bauer stellt nur auf regenerative Landwirtschaft wenn das sich auch wirtschaftlich lohnt, langfristig. Zweiter Punkt ist, regenerative Landwirtschaft ist zwar nicht definiert, aber es gibt einen großen Konsens, dass es outcome-based ist, dass es wirkungsorientiert sein muss, und zwar international. Es ist nur die Frage, welches System entwickeln wir, um diese Messbarkeit zu verbessern, eines Systems, in welche Richtung entwickelt es sich. Regenerativ ist ein Entwicklungsprozess, nicht ein Ja-Nein.
Vor BioSwiss, da geht es schwarz-weiß, Bio, nicht Bio. Regenerativ ist eine Entwicklung, jeder Betrieb kann anfangen, wo er steht und geht dorthin, wo er will. Also einfach zum Thema Prinzip oder Definition. Und der dritte Punkt ist eigentlich, wir müssen wegkommen von der Sicht, dass es eigentlich eine Nische ist. 40% der Landwirte ermöglichen regenerative Landwirtschaft umsetzt auf dem Betrieb. Wir erhalten aber nicht die Unterstützung, vor allem in der Ausbildung, aber auch von den Wertschöpfungsketten. Der zweite Aspekt ist, 67% der Konsumierenden, wir haben eine Umfrage gemacht, haben das Bild, dass regenerative Landwirtschaft gut für den Boden und die Biodiversität ist. 67%. Wenn Sie eine Umfrage machen, was ist Bio, kommt weniger klares Bild raus. Also wir haben ein Potenzial, wir haben die Bauern hier, die wollen, die Konsumenten, die möchten. Jetzt müssen wir nur sicherstellen, dass wir zwischendrin alles richtig machen, damit es funktioniert. Dann sind wir in 4 Jahren dort, wo wir sein müssen. Est-ce qu'il y a besoin d'un complément ou de façon claire? Also ich möchte das eigentlich weitgehend unterstützen, eben wirkungsorientiert, dann eben auch Erfolg am Markt haben. Das ist natürlich das A und O, sonst liegt es einfach nicht drin, etwas banal gesagt. Und für mich auch sehr wichtig, oder das habe ich auch mal irgendwo gesagt, es ist, wir müssen das rausholen als alternative Produktionsform, sondern das als gute landwirtschaftliche Praxis etablieren und dann eben auch mit den Schulen das so rüberbringen und nicht irgendwie als eine Form, die es noch neben der Mühle gibt. Und ich glaube, dann werden die Bauern sehr schnell mitmachen. Sie suchen auch Lösungen, wie man mit Trockenheit umgeht, eben wie man besser Wasser speichern kann. Und ich glaube, die Offenheit in der Landwirtschaft ist da. Ja. Und dann das andere nochmal, da möchte ich einfach noch anhängen, diese Optik, dass man auch die Konsumenten und die gesamte Wertschöpfungskette mit ins Boot holt, das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt nach 25 Jahren Agrarpolitik, wo man nur über die Landwirtschaftsbetriebe gesprochen hat, doch jetzt auch eine Position des Bundesrats und des Parlaments glücklicherweise, wo man sagte, so geht es eigentlich nicht mehr weiter. Wir müssen das Ernährungssystem anschauen, die nachgelagerten, inklusive den Konsumentinnen und Konsumenten, die auch ins Boot holen. Und ich glaube, wir haben jetzt heute hier eine gute Ausgangslage und eine Chance, dass wir eben nicht nur über Agrarpolitik sprechen und Mikromanagement auf den Betrieben machen in Bundesbären, sondern wirklich auch eine Kohärenz im ganzen Ernährungssystem. Gibt es weitere oder eine neue Frage? Ja. Ja, vielen Dank euch allen. Mein Name ist Martin Schwab, ich bin Stadtparlamentarier in Nidau, das ist eine Stadt 30 Kilometer weg von hier. Ich habe mir die Gedanken dazu gemacht, inwiefern eine Gesundheitsfachperson oder allgemein die Gesundheit auch in diese Strategieplanung einbezogen wird. Das ist mir deshalb wichtig, weil vor 2,5 Wochen ist im Deutschen Ärzteblatt ein Artikel erschienen über die Auswirkungen von Zucker. Um das ein bisschen zu untermauern, wieso das wichtig ist. Ich bin im Seeland aufgewachsen, der Gemüsekammer der Schweiz, wie man so schön sagt. Und da gibt es riesige Zuckerrübenfelder. Und die werden verarbeitet und dann allerlei Produkte daraus gemacht, also respektive mit dem Zucker. Und da steht zum Zucker, eine Arbeitsgruppe aus China und den USA hat versucht, die Qualität der Nachweise und die Gültigkeit aller verfügbaren Studien über den Zuckerkonsum und dessen Folgen zu bewerten. Die Überprüfung umfasste 73 Meta-Analysen zu 8.601 Artikeln. Die Forscher stellten einen signifikanten schädlichen Zusammenhang zwischen dem Zuckerkonsum und 45 Erkrankungen fest. Signifikante schädliche Assoziationen bestehen zwischen dem Zuckerkonsum und 18 endokrinen oder metabolischen Endpunkten, darunter Diabetes, Gicht und Fettleibigkeit. Sowie auch, können Sie, ja, also mir geht es eigentlich darum, oder das systemisch zu sehen, weil die Landwirtschaft produziert etwas, das hier schwarz auf weiß aus über 70 Meta-Analysen die Gesundheit schädigt. Und dann ist auch vor 2 Wochen ein Bericht erschienen vom WBGU, vom Wissenschaftlichen Beirat der deutschen Bundesregierung. 2 Sätze dazu. Da steht, die Transformation führt weg von übermäßigem Konsum tierischer Produkte und hochverarbeiteter Lebensmittel. Schwarz auf weiß. Der zweite Satz, eine solche... Ich habe die Frage verstanden. Also, je reformule la question. La question, c'est ce que les pratiques de l'agriculture régénérative peuvent avoir un impact positif aussi sur la santé, dans le sens que ça va influencer le type de culture qu'on y fait pousser. Je ne sais pas si peut-être
Also ich bin nicht aus dem Gesundheitsbereich, aber ein Einfluss im Sinne vielleicht von eben der Diversität her, im Sinne von vielfältigere Fruchtfolgen, breitere Fruchtfolgen. In diesem Sinne kann ich mir das schon auch vorstellen. Und auch, was Martin Luft gesagt hat, dieser Postulatsbericht zur zukünftigen Agrar- und Ernährungspolitik. Man kommt eben weg von nur die Landwirtschaft anschauen, hin zur gesamten Wertschöpfungskette, Handel und Konsum. Was muss oder was soll sich in diesem ganzen, auf dieser ganzen Schiene bewegen bis 2050, glaube ich. Und da haben wir gemeinsam eigentlich in der Begleitgruppen diversen ein Zukunftsbild formuliert. Und in diesem Sinne ist das dort auch relevant. Also das geht darum, dass sich die Menschen der Schweiz sinnvoll, ausgewogen ernähren. Dorthin will man kommen, dass die Landwirtschaft so produziert, dass die Böden eben ihre organische Substanz erhalten und so weiter. Also da sind wir gemeinsam auf dem Weg. Die Frage ist dann eben, wie kommen wir dorthin? Aber wo wir wollen, wie Sie gesagt haben, wir sind uns alle einig, wir wollen, dass sich die Menschen gesund ernähren und wir wollen alle, dass die Böden fruchtbar bleiben. Da haben wir keine Differenzen. Also wir sind uns alle einig auf den Zielen. Schon mal. Die Ziele, die wurden in diesem Postulatsbericht formuliert und da nehme ich an, da stehen wir dahinter. Gut, du musst etwas anderes sagen. Mit den Zielen sind wir uns einig, auch was die Bodenqualität betrifft. Die Frage ist ja, mit welchen Maßnahmen kommt man dorthin? Und ich muss das nochmal wiederholen. Ich glaube, eben, wir müssten mehr Freiheiten geben, den Landwirten, um dann die Ziele zu erreichen, ihnen so eine Art Baukastenset von möglichen Maßnahmen vorschlagen, aber das passt nicht in die heutige Agrarpolitik, weil am liebsten kommt da ein Kontrolleur und schaut, ist die Maschine da, er misst etwas und hat ein Datum und daher braucht es hier schon auch etwas ein Umdenken, dann eben, dass man das wegkommt vom Messen und scharf kontrollieren hin zu eben einem Ziel, wo dann der Betrieb individuell erreichen muss. C'est encore un point important lié à cette question. Ce qu'il faut encore lier, un aspect dont on ne parle pas beaucoup, c'est le revenu de l'agriculteur. On ne fera pas une transformation en agriculture régénérative avec des agriculteurs qui ont disparu. Le revenu de l'agriculteur est fondamental au milieu. On ne peut pas le développer en détail, mais on peut le lier à une question comme celle-ci, puisque les cash crops, c'est la betterave sucrière, c'est la pomme de terre, etc. On ne les aime pas beaucoup comme spécialistes des sols, ces cultures-là. On ne les aime pas beaucoup, mais ce sont des cash crops. Voilà. Alors là, c'est intéressant de savoir ce qui se passe ailleurs. En France, il y a en tout cas 2 organisations qui travaillent avec les associations de producteurs, des coopératives, des transformateurs, des distributeurs, pour permettre une meilleure efficacité de la régénération des sols. Bien entendu, de ce point de vue-là, du point de vue d'un certain nombre d'indicateurs, les pommes de terre, les betteraves ne sont pas meilleures pour le sol en France qu'en Suisse, mais des primes sont dégagées en fonction des pratiques vis-à-vis du sol par la chaîne de valeur pour l'agriculteur. Donc là, on verra peut-être surgir des équilibres un peu différents. Cela dit, ce que vous avez dit là est aussi un excellent exemple de ce que je disais. Les pratiques des agriculteurs sont façonnées par nos habitudes de consommateurs. Donc si on veut un meilleur respect de l'environnement sur le terrain, les consommateurs et toute la chaîne de valeur doivent en être conscients. C'est la première chose, c'est en être conscient et s'organiser. Merci. Ja. Ich komme nachher. Ich bin Agronomiedozent aus Zollikofen und wenn ich den Namen der Hochschule sage, dauert es so lange. J'ai une question à Pascal Boivin. Vous montrer les graphiques avec le rapport entre la matière organique et l'argile. Oui. Et il y avait quelques termes avec un bon rapport de 24% ou plus. Oui. Et attention, pas de piège, hein, c'est vraiment une question. Selon vos résultats, y a-t-il un conflit d'objectif entre la production de calories ou bien de protéines par hectare et ce rapport-là? Donc, un tel rapport, un bon rapport, est-il atteignable au maraîchage aussi? Production végétale ou juste avec plein de bétail, de prairies artificielles, etc. Est-ce que c'est des pâturages boisés ou du maraîcher? Même ça, oui. Non, c'est une très bonne question. Alors,
Tu le sais aussi bien que moi, derrière ces questions, il y a toujours plein de détails entre scientifiques à partager. Donc, pardon, je vais simplifier, mais je vais donner l'essentiel de la réponse. On observe ces très bons rapports matière organique argile dans tous les systèmes, y compris des systèmes sans élevage. Ce sont ce qu'on appelle les agriculteurs pionniers. Comme on observe, et ce n'est pas 5 ou 6, hein, il y en a beaucoup, mais enfin, ce sont des pionniers, tout comme on observe des augmentations de 40, 50 jusqu'à 60 pour 1000 de teneur en carbone dans des parcelles, pas seulement quand il y a de l'élevage ou des prairies, y compris dans des systèmes, par exemple, en pure rotation, culture annuelle, etc. Donc, on sait faire. Ensuite, derrière, il y a aussi des questions. Donc on n'est pas obligé de faire de la prairie. D'ailleurs, les prairies, elles, n'ont aucun effet positif. Dans notre échantillon sur Vaud-Genève, un peu sur le Jura, pour des raisons, c'est exactement comme la remarque que je faisais d'ailleurs tout à l'heure sur le bio, que font techniquement les agriculteurs qui ont des prairies. Et on peut avoir un sol massacré sous prairie ou un très bon sol sous prairie. Il faut descendre un étage plus précis, intensité mécanique, restitution organique, pour le comprendre. Donc, dire prairie, ça ne suffit pas. Donc, ça répond encore à la question. Non, ce n'est pas une question de prairie ou pas, d'élevage ou pas, etc. On sait faire techniquement dans toutes les situations. Par contre, là aussi, il faut élargir le champ de vision. Moi, je n'aime pas du tout qu'on dise il faut du carbone, il faut du carbone. Il faut des sols de qualité. Et le sous-produit, ce sera du carbone. Si on dit il faut du carbone, enterrer les pneus de voiture usés, ça fait du carbone. Voilà. Donc attention, mais c'est malheureusement pas une plaisanterie parce qu'on voit surgir des stratégies comme ça. Voilà. Et donc de ce point de vue-là, c'est vraiment la qualité des sols qu'il faut viser et sa gestion. Et sa gestion, il y a des fondamentaux agronomiques pour ça, on les connaît de mieux en mieux. Et effectivement, ils doivent être adaptés en polyculture élevage, ce ne sont pas les mêmes. Et si on élargit le champ de vision, parlons encore du cycle de l'azote et de l'autonomie en azote. Et là, on voit surgir beaucoup plus la question des prairies, en tout cas temporaires, etc., et de retour d'un truc ferme. Donc, selon l'angle de vision, et je plaide pour partir d'un angle de vision large, pas d'un problème ou d'un autre. Voilà. Merci beaucoup. Il y avait Monsieur Kontenkoudi. Kann ich kurz aufstehen und höchst mal feststellen? Verstehe es nicht besser. Also völlig, man darf keine Naturförderung kontrollieren. Ich habe eine Frage. Es wurde mehrmals die Messbarkeit, also respektive das Ziel angesprochen. Da fällt hier die Frage der Messbarkeit. Inwiefern ist jetzt zum Beispiel der Humus im Boden auf breiter Basis für alle Landwirte in der Schweiz messbar? Das war mal die Rede des Humusrechts und der Produktionsbeiträge, der wird dann nicht eingefügt. Und Schwierigkeiten in der Praxis, denke ich. Wie steht ihr dort dazu? Und das andere ist auch, wo sind konkret die Hindernisse in der Einführung dieser Praktiken? Liegt das in der Wertschöpfungskette? Liegt das in der Bildung? Ist es teurer, ohne Humusaufbau zu wirtschaften, als mit Humusaufbau? Est-ce qu'il y a une technique simple de mesure de la matière organique pour n'importe quel paysan aujourd'hui? Et la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas encore plus loin? Qu'est-ce qui freine ce développement? Alors, peut-être pour la mesure, parce que c'est quelque chose, on a également commissionné une étude là-dessus, parce que quand on parle de séquestration du carbone, il faut prouver que l'on a augmenté le carbone dans le sol. Pour l'instant, les techniques existent. Il n'est pas possible de mesurer toutes les 10 minutes. Je veux dire, même pas toutes les années, il faut un certain temps pour pouvoir le prouver. Et au fond, aujourd'hui, les techniques pour mesurer sont, on va dire, le prix qu'elles coûtent est supérieur, par exemple, au certificat carbone qu'une agricultrice, qu'un agriculteur pourrait récupérer. Est-ce que ça répond en partie à votre question? Est-ce que je peux dire autre chose? Non, mais complémentaire. Je ne te contredis pas. Mais on a le meilleur réseau de monitoring au monde de matière organique si on regarde les analyses ELN, PER. Ça, c'est le meilleur réseau au monde. Ça a été étudié, publié, il est parfait. Pour la teneur, pour le stock, c'est plus compliqué. Ce que je veux juste ajouter, c'est qu'aujourd'hui, les prestataires qui font dans le monde entier des certificats
de stock carbone le font avec des techniques qui sont connues par la recherche pour être fausses. Voilà. Donc, absolument inapproprié. On vient de finir une étude qui n'est pas encore publiée, qui va l'être, où on montre comment on peut le faire simplement sur la base de ce qui était déjà connu scientifiquement, mais Prométhée nous a demandé d'aller jusqu'à la méthode simplifiée et économique, et on est en train de le publier. Donc, on espère déboucher, on espère encore réduire les coûts, mais aujourd'hui, ce qu'on fait est faux en termes de stock. Bon, c'est les deux choses qu'il faut bien comprendre. Est-ce qu'on mesure le taux ou le stock? Est-ce qu'on a expliqué la différence en deux mots? Oui. Le taux, c'est oui, le taux, c'est la teneur par gramme de sol. En pourcent. Mais combien avez-vous de grammes de sol sur le terrain? Là, il faut passer par les volumes. C'est très compliqué techniquement, mais des solutions élégantes ont été proposées. Mais tous les problèmes n'avaient pas été étudiés. On espère avoir fait avancer la question. Et donc, voilà, ça vient gentiment. Mais au départ, ça fait maintenant plus de 10 ans que les certificats carbone sont émis. Et cette fois-ci, ce qu'on montre aussi, c'est qu'ils sont faux. Et ça, c'est grave. Le défi que les sols sont poreux et pas homogènes. C'est ça, contrairement à de l'eau, on peut mesurer maintenant. On veut savoir le stock sur un volume, mais donc pas la teneur par gramme. Et puis la profondeur des sols sont extrêmement variables, comme la plupart des gens qui travaillent le sol le savent. Et on a des sols relativement peu épais et d'autres qui le sont beaucoup plus. Et qui peuvent changer d'un mètre à l'autre. Absolument. Donc, je vais partir. Madame, et puis ensuite, peut-être vous d'abord, vous avez levé la main d'abord, puis ensuite, madame. Das ist Anspruch von Zürich. Ich habe eine Frage, die international waren ja 4 Promille und Sie haben gesprochen, dass 4% jährlich der Humusanteil steigen kann. Sind das auch auf konzentrationsbasiert oder wie tief ist der Kohlenstoffvorrat? Auf was bezieht sich die 4 Promille? Was für eine Datensprache? Les 4%, ce que nous enseignons, c'est si c'est sur l'ensemble du sol. Les 4 pour 1000. Non, on a parlé de 4%. Ah. 40 pour 1000, tu as parlé. Ah oui, non, ça c'est sur les 30 premiers centimètres. C'est-à-dire que ça correspond au standard IPCC. Vorrat. Oui, ce sont des moyennes sur des grands nombres. Donc là, dans ce cas-là, on peut montrer que stock et teneur vont évoluer de la même façon. Mais ce ne sont pas des stocks, ce sont des teneurs. Voilà. Sur le grand nombre, ça va revenir au même. Mais pour chaque parcelle, non. Après, ça devient très technique, s'il faut détailler. Mais... Donc, oui, déjà entre spécialistes, on a besoin de se mettre d'accord. Ja. Ja, Daniel Bretscher von der Forschungsgruppe Klima und Landwirtschaft, Agroscope Zürich. Also ich beschäftige mich seit etwa 20 Jahren mit der Frage Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft, auch im Bodenkorridor. Und ich habe schon, als ich damals angefangen habe, vor 20 Jahren, das Wort regenerative Landwirtschaft, das gab schon alles. Ich sehe regelmäßig diese Grenzkostenkurven von den Maßnahmen, auch für Boden, und regelmäßig sind die Maßnahmen zur Erhöhung der Humusgehalte sind unter der Kurve. Das heißt, eigentlich sagt man, dass die wirtschaftlich interessant sind, also einen wirtschaftlichen Mehrwert für die Landwirte generieren. Und trotzdem passiert seit 20 Jahren, wo man das Thema alles kennt und alles diskutiert, mehr Ausbildung wollen wir haben, es braucht Politikmaßnahmen und so weiter. In der Schweiz zumindest sehen wir keinen oder kaum Fortschritt. Und die Frage ist dann immer, wenn ich diese Kurve sehe, ja, woran liegt es dann am Ende? Ça me permet de relancer la deuxième partie de la question. On voit que théoriquement, c'est quelque chose de rentable. Pourquoi est-ce qu'on n'est déjà pas plus loin? Also ich glaube einfach, wenn die Wissenschaftler etwas wissen, dann wissen es noch lange nicht alle. Das ist so ein Zirkel, der untereinander bleibt. Und bis das dann draußen ist, auf den Betrieben, ist das ein langer Weg, und auch dieser ganze eben Transfer ist eine wichtige Aufgabe. Also ich glaube, es sind schon zwei Dinge. Das eine ist einfach, es haben sich auch Methoden etabliert in der Praxis, und da muss man irgendwie einen Weg finden, wie man das wieder anpassen kann. Braucht etwas Zeit, eben braucht es sicher wirklich auch in der Ausbildung, dass man das besser thematisiert. Ich glaube, das ist wirklich ein wichtiger Weg. Das sehen wir bei allen Themen. Wenn man es in der Grundausbildung eigentlich reinbringt einmal, dann hat man später, dann erntet man, weil das dann für alle quasi der Standard ist. Und das andere ist natürlich schon so, das sind also etwas diese Zielkonflikte, die da auch mal
thematisiert worden. Wir haben natürlich sehr stark gesteuert auf mechanische Bodenbearbeitung in den letzten Jahren. Herbizide haben nach wie vor einen schlechten Ruf. Das wurde auch gesagt, man muss natürlich das Gleichgewicht finden, damit es dann eben auch in diesem Bereich da vorwärts geht. Oui, peut-être deux éléments liés à ça. Sur 120 fermes au Genève, il y a 0 corrélation entre le taux d'évolution de la teneur en carbone et la marge brute hectare. Alors, on peut regarder ça dans le sens qu'on veut, mais ça veut dire que séquestrer du carbone n'est concrètement pas soutenu économiquement, malgré les subventions complémentaires qui peuvent être liées aux pratiques. Ça, c'est un point. Et puis, plus globalement, les agriculteurs qui doivent adopter ces pratiques, je l'ai dit, ce n'est pas un quick fix, ce n'est pas « tiens, je change ça ou ça », c'est un système qu'il faut transformer. Ça veut dire une transition et une prise de risque. Donc souvent, les politiques avec qui on discute nous disent « non, mais attendez, on ne va quand même pas subventionner encore plus l'agriculture ». Et la transition, il va falloir l'aider, parce que là, il y a une prise de risque. Et c'est à ce niveau-là que ça bloque. Des agriculteurs qui ont fait 5 ans ou 6 ans d'agriculture de conservation et qui renoncent, je n'en ai pas encore rencontré. Ceux que je rencontre et qui renoncent, c'est moins de 5-6 ans. Ils ont rencontré des problèmes, ils ont dû s'arrêter. Les autres disent, je gagne mieux ma vie, j'ai du temps libre et j'ai retrouvé le plaisir au travail. C'est beaucoup. Oui, peut-être un mot par rapport à ces timings et cette impatience que vous montrez et que vous avez raison. On a aussi, je trouve, dans nos délais politiques, probablement aussi une difficulté à trouver des majorités, notamment pour soutenir dans la transition. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on est en train de passer d'un mode à un autre, et c'est ce moment-là qu'on doit accompagner. Et c'est là que le rôle de la Confédération est important, c'est-à-dire d'accompagner ces pratiques. Et j'ai eu l'occasion de me pencher un peu sur la question de l'agroforesterie, où j'ai posé une question de dire comment est-ce qu'on peut aider le monde agricole pour développer ces modèles qui ont fait ses preuves dans beaucoup de pays. Il y a des études là-dessus qui montrent à quel point l'agroforesterie est vraiment ce trait d'union entre les milieux naturels et les milieux agricoles. Mais en fait, on doit attendre. Maintenant, il y a des projets, notamment en Suisse romande, agroforesterie, qui sont des projets notamment à Genève et dans le canton de Vaud, où on attend le résultat de ces projets pour ensuite commencer à dégager quelque chose. Et c'est vrai que cette lenteur-là, c'est aussi difficile au niveau politique. On sait que typiquement l'agroforesterie, ça porte ses fruits, c'est le cas de le dire, et qu'on pourrait déjà engager, notamment avec des soutiens, des subventions. Et je pense que clairement la subvention, et ça c'est une vraie question qu'on doit se poser au niveau politique, comment accompagner l'agriculture dans cette transition, parce qu'on doit l'accompagner, on a besoin d'une agriculture, un monde agricole qui soit avec. Et pour ça, il faut l'accompagner, assurer aussi le risque, parce que c'est toujours un risque, une transition, mais avec des perspectives qui sont beaucoup plus durables. Donc, c'est aussi beaucoup une question de subvention, mais c'est actuellement quand même une question politique. Si ça coince, c'est aussi parce qu'il n'y a pas les majorités suffisantes pour aller dans cette direction. Et ça, je crois qu'il faut quand même vraiment le dire. On arrive gentiment à la fin de cette séquence. Ich möchte Ihnen einfach eine letzte Frage. Wenn Sie jetzt sagen, okay, im nächsten Jahr ist ein Punkt, ein Hebel, dort möchte ich noch etwas mehr oder dort werde ich oder müsste ich meine Energie reingeben. Was wäre in Ihrer Funktion, sagen, dort sehe ich einen wichtigen Punkt, dass wir dieses gemeinsame Ziel erreichen können. Die bereit sind, können das sagen. Allons-y. La question qui nous est posée ici, c'est la question, le chemin tout droit qui va là. Donc, impossible d'y répondre et je ne vais pas répondre à une question de ce type-là. Parce que il n'y a pas une chose. La chose que l'on peut peut-être dire, c'est que certaines choses, on peut les éviter. On peut, je dirais de manière générale, et ça à l'international, c'est actuellement discuté dans toutes les conventions, etc., c'est le nature-based solution. Tout ce qui est ressemble à des processus naturels, en gros, on n'a pas trop de risques. Quand il s'agit de mettre de la technologie, biotechnologie, là, parfois, on peut voir les risques, ou alors des transpositions. J'ai une minute, deux.
30 secondes. 30 secondes. Par exemple, le charbon végétal, qui aujourd'hui est promu comme une technique négative, c'est une méthode, c'est quelque chose qui provient de sols tropicaux, donc sous un climat complètement différent, avec des sols qui n'ont rien à voir avec nos sols. Et au fond, on s'est dit, on a trouvé la solution miracle, on a trouvé le chemin qui va tout droit. Et nous, par exemple, notre rôle, c'est d'évaluer aussi les effets, et on voit les effets négatifs. On sait qu'on ne peut pas en mettre autant qu'on veut dans un sol. Je veux dire, à côté de ça, les pneus dans le sol, ça serait du bonheur. Si on met tout ce charbon dans le sol, on va le rendre plus noir, on va changer sa manière de chauffer, de retenir la chaleur. Et il y a des effets, par exemple, on dit, ça promeut justement la biodiversité, surtout microbienne. La biomasse des micro-organismes augmente avec ça. Super. Vous prenez une savane, vous augmentez la biomasse des antilopes. C'est un peu bête si les lions disparaissent. Et c'est par exemple, dans le cas avec le biochar, les vers de terre ont des effets, on voit qu'il y a des effets potentiellement négatifs. Donc, au fond, demain, on ne va pas trouver une solution. On a besoin de savoir plus, de chercher plus et de collaborer. Chercher, collaborer, pas prendre une solution miracle. Fabrice? Also, schwierige Frage. Wir kamen auch verschiedene Themen in den Sinn. Ein Punkt, den wir jetzt nicht so besprochen haben, ist die Beziehung Landwirtschaft und Abnehmer. Und dort gibt es einfach viele Verpflichtungen, Einschränkungen. Man muss genau dann liefern, wenn man liefern muss und nicht dann, wenn der Boden bereit ist. Das finde ich, ist ein Thema, das man anschauen muss oder thematisieren muss. Ein anderes Thema, das haben wir jetzt auch nicht besprochen, ist der Anbau der Hülsenfrüchte für die menschliche Ernährung. Auch sinnvoll in der Fruchtfolge, aber momentan, weil eigentlich eine Nischenproduktion, nicht eine traditionelle Produktion, überhaupt nicht geschützt und deshalb schwierig für die Landwirte und Landwirtinnen, das kostendeckend zu produzieren, und die Abnehmer orientieren sich an Produkten aus dem Ausland, obwohl sie vielleicht sagen, man hätte gerne Schweizer Produkte, aber dann ist der Preis doch trotzdem das Problem. Also das finde ich ist ein Thema, das man zusammen mit der Branche, IPSWIS hat ein großes Problem, anschauen kann. Und dann der dritte Punkt sind einfach doch diese organischen Böden, wo es darum geht, die Matière organique im Boden zu behalten. Und oft sind das halt Böden, wo wirklich wertschöpfungsstarke Kulturen, Gemüseanbau drauf betrieben wird. Und wie schaffen wir diesen Spagat, dass die Betriebe doch eine Möglichkeit haben, irgendwas sich weiterzuentwickeln, ökonomisch bereit zu sein und gleichzeitig diese Böden zu schonen. Das sind so die drei Themen. Il faudrait concilier les changements de pratiques agricoles et puis les changements qui se passent au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Das ist aber zwei Punkte, wo wir eigentlich ein Fenster geöffnet haben. Beides wurde schon angesprochen. Das eine ist diese mittelfristige Weiterentwicklung der Agrar- und Ernährungspolitik, wo wir jetzt wirklich in der nächsten Zeit etwas dieses Umdenken hin Richtung Wertschöpfungskette und Umdenken hin Richtung mehr Verantwortung und Kompetenz für den einzelnen Landwirten wirklich implementieren müssen, um dann eben auch standortgerecht das Richtige zu tun. Das ist ein Punkt, wo ich mich engagieren werde. Und das Zweite ist eben das Fenster, das jetzt offen ist für die Weiterentwicklung der landwirtschaftlichen Grundbildung, weil wir wirklich auch bestrebt sind, eben solche Systemgedanken, Produktionsmethoden da wirklich auch stärker zu verankern. Und das wäre sicher auch ein wichtiger Schritt. Alors peut-être l'adaptation au changement climatique avec une aide beaucoup plus sur mesure, une aide que toute solution éco-compatible soit soutenue. Et je pense que cette transition, c'est un peu dans la veine de ce que je viens de dire tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment l'adaptation au changement climatique accompagnée. Et puis peut-être une autre voie aussi, qui est celle dans le soutien du milieu agricole ici. C'est toute la réflexion qui va être aussi dans la politique agricole, d'ailleurs, l'adaptation au changement climatique aussi. C'est le droit de douane qui va être essentiel en fait. Et si on arrive à mettre pour tous les produits importés des critères de durabilité, ça va aussi permettre de casser cette concurrence déloyale
pour notre monde agricole ici. Et puis, ça va permettre aussi d'avoir une agriculture qui soit plus durable et qui aille aussi dans ce sens-là. Et pour moi, c'est vraiment des solutions d'accompagnement, d'aide à l'agriculture dans une perspective de transition. Merci. Pascal Boivin, vous avez la lourde charge de démarrer, la lourde charge de terminer. Lourde, oui, merci. Moi, je pense que la coordination entre acteurs, c'est quelque chose d'extrêmement important et ça suppose un partage de connaissances sur le sol et sur l'agriculture, qui n'est pas du tout au même niveau et en général qui n'est pas à un niveau suffisant. Et à partir de là, il y a un problème. Si on peut coordonner, il va falloir s'entendre sur une hiérarchisation des objectifs. On ne peut pas vouloir tous les résultats tout de suite. J'ai l'habitude de dire, si vous amenez des seaux de vers de terre sur un sol, ça ne va pas faire du bien au sol. C'est un résultat, ce n'est pas un moyen. Il faut savoir prendre les bons moyens dans le bon ordre et non pas opposer des mots-clés. Voilà. Et ça, c'est un partage du savoir et un partage d'objectifs. Merci beaucoup. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris en préparant mon couteau ce soir et ich gebe das Wort zurück an Roger. Tout d'abord, un très grand merci à vous, Monsieur le ministre. Je suis content que vous la trouvé en tant que modérateur de ce soir, de cette réunion. Je remercie très chaleureusement tous les participants ici sur le panel, leur contribution. Pour moi, c'est toujours un indicateur si à la fin de la réunion, il y a toujours le même nombre de personnes dans la salle qu'au début, ce qui était le cas ici. Donc, c'est rassurant, c'était suffisamment intéressant. Il y avait aussi des différences qu'on a découvertes, mais ce n'était pas une bagarre que j'avais un peu le souci qui pourrait éventuellement se produire. Deuxièmement, j'aimerais aussi remercier mes collègues de la SCNA, de l'Académie pour le soutien back-office, parce qu'autrement, ça n'aurait pas été possible au niveau technologique, technique. Donc, Michel Saladin, mes collègues de l'IT chez nous à la maison. Pour moi, j'ai dirais 4 points principaux, si vous permettez, je ne vais pas prendre plus de temps avant 6 heures. Der erste Punkt war wirklich, ich glaube, da waren alle sich einig, Frau Klopfenstein hat es sehr schön zusammengefasst, der Soll ist Multibenefit und Soll dégradé wie dégradé. Und ich glaube, da waren sich alle einig, dass es die Basis ist für das ganze Leben schlussendlich, sei es für die Produktion von Nahrungsmitteln, auf der Erde, auf der wir leben, schlichtweg. Ich glaube, da war völlig Einigkeit. Ich habe auch herausgehört, dass es sehr wichtig ist, dass man unterscheidet zwischen den einzelnen Standorten, wie Landwirtschaft betrieben wird und nicht über einen Leist zu schlagen. Habe dort auch gehört, dass zusätzliche Regulierung nicht unbedingt wünschbar ist, obwohl ich mir dann dort vorstellen könnte, dass es einen Kulturwandel auch in der ganzen Landwirtschaftspolitik insgesamt braucht, weil das war bis jetzt natürlich ein anderer Ansatz. Dort stelle ich mir die Frage, oder sind die wesentlichen Punkte, denke ich, Aus- und Weiterbildung der Landwirte, weil die stehen im Zentrum der ganzen Übung, Management von Höfen oder Produktionsmethoden, die sie verwenden. Ich denke, es geht aber auch darum, um das Anreizsystem so zu gestalten, wurde auch ganz klar gesagt, dass es wirtschaftlich ist, dass die Landwirte damit leben können und damit es ein Anreiz ist. Es wurde nur ganz kurz das Label angesprochen und dass es dann auch nicht so trivial ist, dass es nicht missbraucht wird. Wenn ich schaue, wie sich Bioprodukte verkaufen im Laden, ist es eben nicht so trivial, auch wenn es attraktiv scheint. Ein vierter Punkt, und das hängt dann damit zusammen, ist die ganze Begleitung, also der ganze Übergang durch die Politik. Ich habe Subventionen gehört, ja, zum einen, aber würde dann mit der Regulierung wieder zusammenhängen, was ich dann widersprechen würde. Ich denke, hier werden wir dann, um es auf Englisch zu sagen, bei den Nitty-Gritty-Fragen, wo die dann durchaus Differenzen an den Tag kommen werden, denke ich. Für mich wirklich die zentrale Einsicht in die ganze Geschichte ist, es braucht alle Akteure schlussendlich. Die Landwirte sicher zu Beginn, aber bis rüber, um das Wort zu brauchen, Value Chain oder Wertschöpfungskette, was mir sympathischer ist, weil wenn es die Konsumentinnen und Konsumenten am Schluss nicht kaufen oder nicht abkaufen, und das fängt schon damit an, dass sie überhaupt ein Verständnis haben, was unter regenerativer Landwirtschaft zu verstehen ist. Und war für mich auch ein neues Thema. Ich habe jetzt unterdessen viel dazugelernt. Aber ich denke, wir haben dort noch einen gewissen Weg vor uns. Wir von den Akademien versuchen hier einen Beitrag zu liefern, jetzt mit dieser Veranstaltung hier. Ich habe kurz gehört, dass die Wissenschaft manchmal auch nicht im Silo sein sollte, sondern sich aktiver einbringen sollte. Wir werden das sicher weiterhin machen. Wir haben 2 Einheiten
in den Akademien, die sich mit Biodiversität befassen und die andere mit Klimawandel. Und ich bin sicher, dass wir in diesen Gremien wir uns weiterhin auch mit diesen Themen beschäftigen. Für den heutigen Anlass, wie gesagt, das Zoom-Meeting wird auch geschaltet werden auf der Webseite, zusammen mit den Präsentationen. Und ich gehe davon aus, dass es auch einen kurzen Bericht dazu gibt, den wir dann ebenfalls verlinkt zukommen lassen. In diesem Sinne ein Aufruf von uns alle schlussendlich, wenn wir das nicht mittragen, funktioniert die beste regionale Landwirtschaft nicht. Vielen Dank Ihnen fürs Kommen, vielen Dank Ihnen nochmal für die Zeit, die Sie genommen haben und für die interessante Diskussion. Einen schönen Abend noch allen.